Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale du programme de spécialité HGGSP, mais qui nous concerne tous en fait. Comment les sociétés humaines modifient-elles l'environnement? Et pourquoi? Bonjour. Oui, c'est une question immense et pour y répondre, on va suivre un plan en 2 temps en s'appuyant sur les documents pour le bac. Exactement. D'abord, on va plonger dans un cas d'étude très concret, la forêt française depuis Colbert. Et ensuite, on prendra un peu de hauteur pour regarder les 2 grandes ruptures dans l'histoire de l'humanité, les révolutions néolithiques et industrielles. C'est un programme assez costaud, mais passionnant. Alors, on est prêt? Commençons par la forêt française. Allons-y. Alors, la forêt française. Quand on y pense, on a cette image d'un espace naturel, presque un peu sauvage. Oui, une image d'Épinal. Voilà. Pourtant, son histoire, c'est celle d'une gestion humaine constante. Et tout semble s'organiser, se structurer avec un homme, Colbert, le ministre de Louis XIV. Quelle était la situation au XVIIe siècle pour qu'on en arrive là? Au milieu du XVIIe, la situation est carrément critique. On prête cette phrase à Colbert qui dit tout, la France périra faute de bois. Ah oui, c'est fort. C'est très fort. Il faut comprendre que le bois, surtout le chêne, c'est une ressource stratégique. C'est le pétrole de l'époque, Pour les bateaux? essentiellement, pour construire les navires de la marine royale qui assurent la puissance du royaume. Sans flotte, pas de puissance. Or, la forêt est surexploitée, elle est très mal gérée. C'est là qu'intervient la fameuse Grande Ordonnance de 1669. Qu'est-ce qu'elle change concrètement? Alors là, c'est un tournant majeur. Cette ordonnance, elle unifie la loi sur tout le royaume. Elle instaure un véritable code forestier. D'accord. Et elle introduit la notion de bon usage. Elle réglemente tout très sévèrement. Et surtout, elle planifie la gestion sur le temps long, jusqu'à 100 ans. 100 ans? C'est une vision à très long terme? C'est une vision très centralisatrice, très administrative. On retrouve bien l'esprit de l'époque, qui résumé par la phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Cette gestion par l'État, j'imagine que ça a dû créer des tensions, non? Absolument. Le Code forestier de 1827, qui est très inspiré de celui de Colbert, il va encore plus loin. Il restreint les droits d'usage des paysans. C'est-à-dire? Le droit de faire paître les bêtes, de ramasser du bois de chauffage, la cueillette, tout ça est très limité. Et ça déclenche des conflits. Des femmes, pour ne pas être reconnues, s'opposent aux gardes forestiers. Pour défendre ce qu'ils considèrent être leurs droits, Exactement. Leurs droits ancestraux. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle un conflit d'usage. la forêt, c'est donc un enjeu économique, social, mais son visage même est façonné par l'homme. L'exemple de la forêt des Landes de Gascogne est assez fou pour ça. Ah oui, c'est frappant. Les cartes le montrent très bien. C'est vrai. À partir de 1857, sous Napoléon III, on décide d'assainir cette immense région de landes et de marécages. Et d'y planter des arbres. Massivement. Des pins. L'objectif, c'est de répondre aux besoins de la révolution industrielle. Il faut du bois pour les traverses des chemins de fer, par exemple. Du coup, c'est une forêt entièrement artificielle, quoi. C'est ça. Une forêt créée pour la production. Et aujourd'hui, La forêt française couvre quand même 31% du territoire métropolitain. Quels sont les enjeux maintenant? alors, les enjeux sont multiples. La forêt est d'abord reconnue comme un puits de carbone. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle absorbe du CO2, ce qui est essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Elle abrite aussi une biodiversité incroyable, 138 espèces d'arbres, 73 de mammifères, Mais c'est aussi un espace de loisirs de plus en plus. de plus en plus convoité, oui. Et ça crée de nouveaux conflits d'usage, entre les randonneurs, les vététistes, les chasseurs, les familles. Et le débat porte aussi sur le mode de gestion. On a le documentaire Le temps des forêts, qui est assez critique sur l'industrialisation de la forêt. Oui, la critique porte sur la généralisation de la monoculture de résineux et sur les coupes rases. On rase tout. Voilà. Et selon les détracteurs, ces pratiques appauvrissent les sols, réduisent la biodiversité et transforment la forêt en désert vert. D'accord. Face à ça, des associations, des syndicats appellent à une gestion plus douce et à faire de la forêt un bien commun. Ok, après ce cas d'étude très parlant sur la forêt, changeons d'échelle. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, il identifie deux moments de rupture, deux moments où notre rapport à la nature a été complètement bouleversé. Oui, 2 révolutions. La première, c'est la révolution néolithique. On remonte loin là. On remonte très loin, vers moins 10 000 au Proche-Orient. C'est une transformation radicale. On passe de l'homme du paléolithique, qui est un chasseur-cueilleur nomade. Qui prélève ce dont il a besoin mais sans tout transformer. Exactement. Il fait partie de l'écosystème. Et on passe à l'homme du néolithique,
agriculteurs, éleveurs. Sédentaire, Et qu'est-ce qui a pu déclencher un changement pareil? c'est probablement une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a un réchauffement climatique et aussi la raréfaction de certaines espèces chassées. Du coup, l'homme se met à domestiquer les plantes. Le blé, l'orge C'est ça. et les animaux. Le bœuf, le mouton. Et ça mène à la sédentarisation, à l'apparition des premiers villages. Et l'impact sur l'environnement, alors là, j'imagine qu'il est énorme. Il est immense et surtout irréversible. C'est le début des grands déboisements, à la hache et par le feu, pour créer des terres cultivables. D'où cette phrase de Jean-Paul Demoule qui dit qu'il n'y a quasiment plus de forêts primaires en Europe. C'est exactement ça. Nos paysages sont des créations humaines. Et la domestication, c'est aussi une manipulation du vivant. Ça modifie les espèces et ça réduit la biodiversité. Le rapport à la nature change complètement. Totalement. L'écologue Paul Shepard résume ça en disant que la nature sauvage s'est transformée en adversaire. C'est une formule très forte. Oui, l'homme n'est plus dans la nature. Il commence à se placer au-dessus. Et on en vient à la deuxième grande rupture, la révolution industrielle, fin du XVIIIe siècle. Là encore, on change d'échelle. On change radicalement de dimension. La première révolution industrielle, c'est le charbon, la machine à vapeur. La seconde, c'est le pétrole, l'électricité, Ça libère une puissance de production. et inédite. Inédite, oui. Et ça passe par une surexploitation des ressources du sol et du sous-sol. Les paysages sont entièrement transformés. Les peintures de l'époque, les fameux pays noirs, Oui, le témoignage sur le Creusot est assez parlant. Le ciel est bleu, là-bas, un nuage s'élève, tout noir, opaque, c'est la fumée du Creusot. Ça a l'air terrible. c'était terrible. On voit apparaître des pollutions massives de l'air, de l'eau, le smog dans les villes industrielles, ce brouillard de pollution qui cause des maladies respiratoires et une surmortalité. Et l'impact, il n'est pas que local, il devient global. Le graphique de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, il est sans appel pour ça. Ah oui, cette courbe est vertigineuse. Elle est stable pendant des siècles, et d'un coup, vers 1850, paf, elle s'envole. C'est le point de départ du changement climatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est là que tout commence. Mais est-ce qu'à l'époque, on avait conscience de ces dégradations? C'est une très bonne question. Et oui, il y avait une conscience. Des médecins, par exemple, s'inquiètent des conséquences sanitaires. Mais alors, pourquoi on n'a rien fait? Comme l'explique l'historien Jean-Baptiste Fressoz, les intérêts économiques ont tout simplement pris le dessus. Il y a un décret en France, en 1810, qui protège les industriels. C'est-à-dire? Une fois que leur autorisation d'exploitation est obtenue, ils sont à l'abri des plaintes pour pollution. On choisit donc consciemment de sacrifier une partie de l'environnement au nom du progrès industriel. On arrive au terme de cette analyse. Si on résume, on a vu comment, de la gestion de la forêt par Colbert jusqu'à aujourd'hui, les sociétés n'ont cessé d'interagir avec leur environnement, toujours en oscillant entre exploitation, protection et puis des conflits d'intérêts. Et on a vu comment les révolutions néolithiques et industrielles ont été des ruptures fondamentales. Elles ont démultiplié la capacité de l'humanité à transformer, et parfois à dégrader, les milieux naturels. Ça a posé les bases des défis environnementaux qu'on connaît aujourd'hui. C'est une excellente synthèse pour les révisions, je pense. On a bien balayé les points clés. Et pour conclure cette réflexion, peut-être une dernière pensée. À travers toutes ces époques, on a vu cette tension permanente entre l'exploitation des ressources pour les besoins humains et la nécessité de préserver les écosystèmes. Aujourd'hui, face à l'ampleur des dégradations, la question fondamentale qui se pose n'est peut-être plus seulement de trouver un équilibre, mais de s'interroger sur la nature même de nos besoins et sur le modèle de développement qui les a engendrés.